Salut, c'est Paul et aujourd'hui on va parler de L'Arachère, un recueil de one-shot de Oto Toda. Alors Oto Toda a commencé un peu sa carrière en étant assistant sur le manga Fire Punch de Tatsuki Fujimoto et se définit comme un artiste non-binaire, thème qui va un peu évoquer dans ce recueil, notamment avec la grande histoire de ce dernier, L'Arachère. C'est donc, comme je l'ai dit, un recueil de one-shot et donc on va voir plusieurs histoires qui vont être plus ou moins courtes et une plus grande histoire qui va à peu près la moitié du tome, c'est L'Arachère. On va commencer tranquillement avec la première petite histoire, c'est David l'amoureux. On va donc suivre la statue David faite par Michel-Ange dans un manga, et ça déjà je trouve que l'idée est super marrante. On va donc suivre cette statue dans une histoire qui rapproche plus ou moins d'un Toy Story-like, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait on va suivre cette statue à travers sa vie de statue, et en fait le truc un peu spécial pour le coup qui est un peu différent, c'est que la statue David va tomber amoureux de la petite fille qui, on va dire, vit avec lui quoi. Et en fait la loi dans cette histoire c'est que les statues, elles peuvent bouger comme elles veulent du moment que la personne qui les détient, un humain on va dire, ne les regarde pas. Parce que si la statue est en train de bouger et que la personne le voit, et elle va tout simplement être figée à vie. Et en fait le truc c'est que la petite, elle aime pas ce cadeau, elle aime pas cette statue parce que il est tout nu et je sais pas, elle le trouve bizarre et donc en fait elle range dans son tiroir. Sauf que lui, tous les jours, il va ressortir du tiroir pour se mettre à côté d'elle, pour être proche d'elle, vu qu'il est amoureux tout simplement. C'est vraiment une relation vraiment... Il essaye à chaque fois sans qu'elle le crame, et du coup la petite fille, vu qu'elle est un peu innocente, elle va croire que c'est ses parents qui la mettent à chaque fois dans la chambre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que une nuit, la petite est en train de dormir, et un voleur va arriver, et la petite va se réveiller, et il va un peu la menacer, parce que pour essayer de s'en sortir, quoi. Et en fait, là, la statue va voir qu'en fait la petite est en train de se faire à moitié agresser, et il va prendre le risque d'être immortalisé à vie pour la sauver. Il va tomber immobile, mais c'est pas grâce à ses mouvements qu'il va réussir à arrêter le voleur, c'est la petite qui va frapper le voleur avec cette statue, parce que c'est une statue qui doit faire mal, et ça a fonctionné, sauf que du coup lui, vu que la petite a vu qu'il était mobile, et il est figé immortellement. Sauf que du coup, vis-à-vis de ça, en fait, la petite a commencé à apprécier cette figurine parce qu'elle, on va dire, elle l'a sauvée, et donc elle va l'aborder régulièrement sur sa table de bureau, et donc il va réussir à faire ce qu'il veut, même s'il reste immobile à vie, il va pouvoir être proche de sa bien-aimée. Donc voilà, c'est une histoire assez mignonne qui dure pas très longtemps, mais qui, franchement, ce que j'aime bien, c'est que vraiment, l'aspect comédie est super bien fait, le trait de l'auteur est aussi plutôt, je sais pas, il me donne envie de suivre l'histoire en fait. Il est très joyeux, mais il est très expressif et j'aime beaucoup son trait. Je trouve que ça marche super bien pour des petites histoires comme ça. Et du coup, cette présence de what the fuck qu'on va retrouver un petit peu dans les autres histoires du recueil. Deuxième petite histoire, c'est la pastèque chaude. En résumé, ça va être encore une sorte d'élément what the fuck, mais en fait, c'est que on va suivre une personne qui est très distante de sa mère, tout simplement depuis la mort de son père. En fait, il est très éloigné de sa mère. Et en fait, il y a une sorte de rumeur qui fait que si tu fais une certaine action, tu vas pouvoir faire comprendre à une autre personne ce que tu veux dire clairement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il va vouloir dire à sa mère que d'arrêter d'être hypocrite en fait, parce qu'en fait sa mère, à chaque fois qu'il fait une connerie, parce qu'en fait il fait exprès de faire des conneries pour qu'elle le réprimande, pour qu'elle arrête de faire ce sourire hyper exagéré, alors qu'elle en fait elle vit un sorte d'enfer vu qu'elle a perdu son mari et que son fils restant lui fait des grosses conneries. Sauf qu'elle a toujours ce sourire en mode ça va aller, nana. Et en fait il va y avoir un passage un peu spécial avec du coup la pastèque, parce que cette fois-ci ce sort de rituel, on va dire, pour dire les choses, c'est lié à une pastèque. Et en fait vis-à-vis de ça, il va comprendre ce que sa mère pense dans sa tête. En fait sa mère, elle pense en fait au moment heureux qu'elle a vécu avec lui quand elle était enfant en fait. C'est aussi pour ça qu'elle sourit tout le temps, c'est que en fait elle l'a vu un peu comme son fils grandir, on va dire, et c'est sa seul lien, on va dire, qu'elle a, mais qu'elle le chérit très fort, même si lui il fait des grosses conneries. Elle essaye de... En fait c'est vraiment un sentiment de mère aimante très forte, tandis que le fils ne comprend pas, le fils est un peu dans sa crise d'adolescence, et du coup vis-à-vis de ça, au final, il va reprendre un peu la vie normale, il va commencer à reprendre ses études, etc. Et en fait, tout va se finir bien, malgré le départ qui était un peu spécial. C'est vraiment, en fait, il s'est rendu compte de ses erreurs, et de pourquoi il fallait pas faire comme ça, et ça a bien fini. Le message global de l'œuvre est puissant, et il y a surtout une scène un peu vraiment très spéciale avec cette pastèque à un moment, qui fait que ça tourne limite vers l'horreur, quoi. Et toujours avec ce trait un peu
comédie, on va dire, c'est super particulier, ça m'a laissé un sentiment bizarre. C'est peut-être pas l'œuvre que j'ai préférée, malgré les thèmes qui je trouve sont très intéressants à traiter, mais ça a le mérite d'être fait et ça change un petit peu du reste des œuvres que a fait l'auteur dans L'Arracheur. Ensuite, il y a plein de petites histoires qui ont la particularité d'être faites en 2 pages. Donc c'est un format très court et globalement c'est des petites comédies, on va dire, qui parlent d'amour, parlent de plusieurs thèmes en fait. Moi, ce qui m'a le plus plu dans toutes ces petites histoires, c'est Blessure mortelle. On suit un poisson qui insulte à moitié un autre poisson parce qu'en fait le poisson qui est en face de lui est super faible et il dit qu'il peut mourir de n'importe quoi. Et en fait, il va mourir en fait de ce que le poisson a dit. En fait, l'autre poisson va partir et lui va mourir un peu du clash qu'il a subi. C'est ridicule, c'est de l'absurde, mais ça marche très bien en 2 pages en fait. Vraiment en 2 pages, ça fait une petite histoire, voilà. Ça montre vraiment en fait un peu toutes les idées qu'a l'auteur et de tout ce qu'il veut raconter dans ses histoires. Et c'est ça qui est bien avec les recueils des one-shots des auteurs, c'est qu'on voit vraiment tous les thèmes que les auteurs veulent évoquer ou qu'ils évoquent depuis le début. Et c'est vraiment, je trouve, un bon moyen de trouver un peu ce que veulent raconter les auteurs dans des œuvres un peu plus longues. Donc voilà, ou même juste un peu découvrir ce qu'a fait l'auteur. On va désormais parler de L'Arracheur, le cœur de cette vidéo, le cœur de ce recueil, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. On suit donc Chiaki avec son ami Takato, qui est en fait une chasseuse qui veut devenir un chasseur. En fait, c'est une femme qui durant toute sa jeunesse, a vécu avec son père qui était chasseur, et en plus de ça, elle veut changer de sexe, et vis-à-vis de ça, en fait, elle va lancer une chaîne YouTube où elle va faire des lives, dans lesquels elle prépare de la nourriture qu'elle a chassée pour faire à manger, en fait. Elle va couper de la viande, etc. Vraiment l'arrachère, littéralement. Mais en fait, elle a encore des attributs féminins, c'est-à-dire qu'elle a une forte poitrine qui est en général beaucoup remarqué dans les commentaires. Il y a beaucoup de fans un peu bizarres qui disent un peu des insanités sur elle, et elle essaye de passer outre parce que elle, ce qu'elle veut, c'est devenir un homme, et elle veut aussi continuer à chasser. Et donc Takato, c'est quelqu'un qu'elle a rencontré sur les bancs de l'école, qui est au courant de cette transition et l'aide un peu à faire cette transition, même si lui est un homme et reste un homme en fait. Lui, il veut l'aider dans son changement. À côté, on a donc le père de Chiaki, qui lui semble un peu réticent à l'idée qu'elle change de sexe et surtout qu'elle devienne chasseuse en fait. Et en fait, on va avoir tout ce cheminement de pensée que va avoir Chiaki, de pourquoi elle veut devenir un homme et pourquoi elle veut aussi continuer la chasse, sachant que du côté du père, lui il commence à vieillir, il commence à vivre sur ces dernières années, on dirait. Et pareil, on va avoir sa version un peu de l'histoire. On va apprendre notamment que Chiaki s'est fait blesser par son père lors d'une chasse, parce qu'en fait, son père, elle lui avait interdit d'aller dans la forêt pendant qu'il chassait. En fait, vu qu'elle était passionnée, elle a vraiment foncé dehors et il a tiré sur une bête et en fait finalement c'est tombé sur l'épaule de Chiaki. Et donc vis-à-vis de ça, elle était blessée et son père lui a vraiment interdit d'aller chasser. Mais Chiaki essaie de se battre quand même à aller chasser. Et en fait on va avoir aussi des scènes plutôt expérimentales, on va dire. La première, celle qui est vraiment expérimentale, c'est qu'en fait on va avoir une scène où on va voir Chiaki découper son propre corps, dans le sens qu'en fait elle veut devenir un homme et toutes les nuits elle fait ce cauchemar ou ce rêve de couper son corps, de couper sa poitrine pour devenir un homme. Elle pense à sa chirurgie tout le temps en fait, c'est son objectif. Et après il va y avoir des scènes qui sont pas assez expérimentales mais plutôt surprenantes dans une histoire. C'est qu'on va avoir une scène où Chiaki va avoir ses règles et on va avoir Takato qui va l'aider pour ça. En fait, elle va prendre des sortes de médocs pour devenir un homme, mais elle n'y arrive pas parce que ça prend du temps de changer de sexe, il faut prendre des hormones spéciales, etc. et ça peut prendre plusieurs années. Donc c'est vraiment un processus très compliqué, et là il y avait ses règles, et donc elle était à moitié en pleurs par sa souffrance et aussi par le fait qu'elle a encore ses règles malgré tous ses efforts, et Takato va juste l'aider à passer ce moment quoi. Donc on a vraiment quelqu'un qui la soutient tout le temps et qui en même temps a ce sentiment bizarre de voir son ami changer en homme. On se demande s'il n'est pas amoureux un peu de Chiaki à la base. En tout cas moi je l'ai vu comme ça au début, je me suis dit est-ce qu'il était amoureux de Chiaki, et finalement non, je ne sais pas. En tout cas il y a
une relation qui est en tout cas forte entre les deux. Takato soutient vraiment Chiaki dans tous les cas, et même si son objectif peut-être à la base était d'avoir en copine Chiaki, il la soutient dans son fait de changer de sexe, et potentiellement de briser ses rêves, qui est de sortir avec Chiaki en tant que femme. Je ne sais pas si c'est ça que l'auteur a voulu dire, mais j'ai pensé en tout cas en voyant cette œuvre. Et en gros, alors toute l'enfance de Chiaki qui commence à devenir de plus en plus un homme, et pourquoi elle devient, jusqu'à cet accident qu'elle a eu en chasse. Et après on va revenir sur le moment où son père commence à être malade, il ne peut plus trop chasser, on va dire, où il peut, mais vraiment il commence à être limite sur son lit de mort, quoi. Et en fait elle va avoir une grosse discussion avec lui, qui va finir par le fait qu'il va accepter en partie qu'elle devienne une chasseur. Déjà il accepte qu'elle devienne une chasseuse, mais en plus un chasseur, genre en sexe on va dire, parce qu'il a ce sentiment quand même c'est vraiment un truc qui tient depuis des années, en fait, il a peur de perdre sa fille parce qu'il a perdu aussi sa femme. On sent vraiment le père aussi, toujours, en fait, comme l'histoire de la pastèque, toujours le lien familial puissant qu'il y a entre ces personnages. Et tout ça, ça se finit par un moment un peu comique, on va dire. C'est qu'en fait, le Chiaki va aller avec Takato en Thaïlande pour changer de sexe. Et elle va aller dans la voiture. Elle va avoir une scène où elle sort de la voiture, elle revient, elle dit « c'est bon, c'est fait, voilà. Une vingtaine d'années que j'attends, ça prend une case à changer. » Alors on imagine qu'il y avait plusieurs heures entre eux, mais la scène est assez... ouais, c'est fait, voilà. Et bah, elle va finir par reprendre ses lives parce qu'elle avait arrêté aussi vis-à-vis de tout ça, les commentaires qu'elle avait, etc. Et elle va reprendre en tant qu'homme. On va avoir son évolution physique, en fait, elle va devenir un homme, avec de la barbe. Durant ces quelques temps qu'on va avoir de timeskip, on va dire, Takato va se trouver une copine. En fait, on se rend compte que Takato admirait surtout, globalement, Chiaki. C'était peut-être pas de la relation amoureuse, c'était plus de l'admiration. Et il l'admire encore, en trouvant cette fois-ci qu'il est vraiment beau, puissant, etc. Et il se met un peu en retrait, comme d'habitude, et cette fois-ci devant sa femme, mais sa femme va lui dire qu'elle l'aime comme il est, et qu'elle préférait toujours lui à Chiaki, parce que bah, il a sa particularité à lui, c'est d'être comme ça, etc. Donc on a vraiment un message un peu d'acceptance à la fin, on va dire. Et après on va juste apprendre à la fin, on va dire que bah, Chiaki cherche toujours une copine, mais n'a pas encore trouvé. Mais ça, c'est en plus pour l'effet comique, c'est pas pour raconter quelque chose spécialement. Et voilà, au final, il va quand même continuer à chasser avec son père, donc au final ça termine bien. Toutes les histoires en fait de ce recueil terminent bien en général. Toujours au moins avec une note positive. Par exemple, l'histoire de blessure mortelle, techniquement le poisson meurt, mais il y a toujours ce petit truc comédie à la fin avec la sorte de romance qu'il y a. Le truc de la pastèque, c'est pareil, à la fin il reprend ses études, etc. Les statues, c'est bah à la fin il arrive à son objectif. Donc au final, toutes les petites histoires sont comiques, elles arrivent à avoir un petit côté vraiment sérieux, très expérimental parfois, mais finissent bien, en tout cas en partie. Et en fait, toutes ces histoires, genre quand on les lit, on sent positif en fait. C'est une force aussi de ce one-shot, c'est que vraiment, il n'y a aucune histoire où j'étais pas positif en lisant ça. Genre vraiment, ça donne le sourire en fait. Ça donne... c'est une lecture positive, je dirais. Et enfin, la dernière histoire de ce recueil, c'est J'aime grave mon fave. Cette histoire est très particulière, mais c'est peut-être celle qui m'a le plus résonné avec évidemment la rachère et celle sur les statues en troisième place, je dirais. Simplement parce qu'elle parle d'un thème très particulier qui nous touche tous, et c'est en partie le thème de la mort. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, on suit une jeune et une vieille qui sont fans d'un membre d'un groupe, une sorte d'idole masculin, on va dire. Et donc, en fait, je vais préciser vieille et jeune, tout simplement parce qu'elles n'ont pas du tout le même langage. C'est-à-dire que la jeune va parler de Fave pour parler de son chanteur favori, tandis que la vieille ne va pas comprendre ce qu'elle raconte. Et donc ils vont discuter comme ça, et malgré le fait qu'ils n'ont pas le même langage, ils vont se comprendre par le même lien qu'ils ont. Mais la particularité, c'est qu'on va comprendre très vite ce qui se passe, c'est qu'en fait, la vieille et la jeune sont mortes. Et donc suivent ce groupe depuis là-haut. Et en fait, la particularité, c'est qu'en fait, la vieille ne suit pas par passion d'avant, enfin si, mais pourquoi? Parce qu'en fait, son petit-fils est le fave de la jeune. Et donc la vieille dame va dire, ouais, je le connais bien, ce petit, et donc elle va rendre la jeune totalement joyeuse. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une scène très touchante où, en fait, le jeune du boys band va aller sur la tombe de sa grand-mère et va lui expliquer ses doutes, ses sentiments de peur vis-à-vis de leur prochaine tournée, et va lui dire que malgré toutes ses peurs, etc., il est confiant parce qu'il sait qu'elle le suit de là-haut. Et c'est un message très touchant parce que
ça touche directement les liens familiaux, encore une fois, les liens très forts. Et on est triste parce que les personnages qu'on connaît à peine sont déjà, on va dire, décédés, mais ils sont heureux de là-haut parce qu'ils suivent du coup ce boys band et particulièrement ce petit-fils de la grand-mère. Et donc voilà, toujours cette fin-là, on parle vraiment d'un sujet grave, mais il y a toujours ce sentiment un peu joyeux quand même en lisant, on se dit, il y aura toujours quelqu'un. C'est toujours aussi une petite part de what the fuck, toujours, parce que au début on pense qu'ils sont vivants, en fait au tout d'un coup là, on apprend que ils sont décédés. Donc la jeune a dû décéder d'un accident ou d'une chose comme ça. Mais pareil, ils se rejoignent dans les cieux pour être fans d'un boys band. Et c'est tellement spécial, même du coup le lien avec la réalité, parce que au Japon notamment, les boys bands, les idols, ça c'est plutôt célèbre et c'est pour ça je pense qu'ils avaient fait ce choix. Ça aurait pu être un acteur, etc. Mais je pense que vraiment toucher plus idols, boys band, ça donne vraiment un côté beaucoup plus réaliste, beaucoup plus ces dernières années on va dire qu'un autre choix. Et du coup je trouve c'est un très bon choix et un très beau thème qui est joliment traité, toujours avec ce trait qui marche super bien. Et voilà, dans le page l'auteur elle va nous faire passer vraiment beaucoup d'émotions et c'est peut-être une de mes histoires faves. Et donc voilà, pour finir on a des petites anecdotes sous forme de toutes petites histoires à la fin de ce recueil et surtout l'interview croisée entre Ото Toda et Moshigi, qui est un ancien escorte et serveur de bar gay, et qui a donc lancé différentes histoires vis-à-vis de ses différentes expériences professionnelles qu'il a eues, et vis-à-vis de sa homosexualité. Et donc on a une interview qui est très intéressante, parce qu'en fait on se rend compte que Ото Toda a puisé pas mal d'informations, a pas mal d'inspiration dans Moshigi, et on sent que cet auteur est passionné par le thème, et qui a toujours suivi Moshigi, ses différentes histoires, et je pense que c'est pour ça qu'il a peut-être lui-même proposé cette interview croisée. On sent vraiment le côté fan, et donc on va apprendre un peu plus sur Ото Toda, qui semble être une femme qui n'a pas changé de sexe, mais qui se sent quand même non-binaire, c'est-à-dire que c'est une femme dans un corps de femme, mais qui, malgré tout, se sent non-binaire et souhaite se définir comme ça. Et donc il n'a pas fait la transition, on va dire, pour devenir un homme, il a juste fait la transition d'avoir un pronom non-genré. Et donc, on apprend aussi un petit peu plus sur l'histoire de Ото Toda et de Moshigi, et c'est plutôt intéressant dans le global, on apprend pas mal de petits trucs, de petits détails, de petites faits anecdotes qui peuvent expliquer 2-3 informations sur l'histoire, notamment sur la scène où Chiaki se coupe, et ça on en apprend un peu plus également, c'est une scène qui est vraiment très poignante, et je pense que c'est peut-être la scène la plus marquante de l'œuvre, par sa symbolique très forte, et son trait évidemment. Donc voilà, c'est comme ça que se termine un peu ce recueil, qui est vraiment très intéressant. Moi, Ото Toda, au départ, je connaissais cet auteur uniquement par son lien avec Fujimoto, notamment pour Fire Punch, et donc pour le dernier one-shot, Just Listen to the Song, dans lequel il a juste dessiné le trait de Fujimoto, et Fujimoto s'est lui occupé du CM6. Mais c'est vraiment une très bonne entrée, je trouve, dans l'univers de ce mangaka, qui souhaite, dans le futur, peut-être faire une parution hebdomadaire pour un nouveau projet, et vraiment, je vais suivre ça très fort s'il y a ça, parce que vraiment, son style est tellement, peut-être pas unique, mais très symbolique, il mélange comédie, sérieux, morale, il y a vraiment beaucoup de thèmes. Et vraiment, il a une place particulière dans les nouveaux mangaka qui émergent, je trouve. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ses différentes idées. Même les idées qu'il a fait juste one-shot, il pourrait faire des choses plus longues. En fait, il a spécialisé dans des one-shots, ou vraiment, peut-être lancer vraiment sa parution hebdo s'il en a possibilité. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très créatif et qui a un trait super bien. C'est pas un trait qui se veut extrêmement réaliste, c'est pas un trait qui se veut, qui se veut parfait. C'est un trait qui se veut vraiment, qui joue avec la morale, qui joue avec la comédie, qui joue avec le sérieux, et vraiment qui est très créatif en fait. Et j'aime beaucoup, et j'espère qu'on va avoir soit des nouvelles histoires de Ото Toda ou un nouveau manga. En tout cas, il y en a un, je vais suivre ça très fort parce que vraiment c'est un mangaka qui est très prometteur. Voilà, donc je vous invite à lire ce recueil, L'Arachère. C'est disponible aux éditions Akata et ça se lit en un tome, c'est parfait, il y a plein d'histoires et on découvre vraiment cet auteur qui est, à mon avis, très prometteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut!